Si tu as cliqué sur cet épisode, j'ai envie de te dire, de te faire confiance que c'est l'épisode que tu avais besoin d'écouter. Aujourd'hui, on reçoit Caroline, qui est travailleuse sociale, qui est spécialisée en deuil. On va parler d'un thème existentiel, de la mort. Elle nous parle de comment aborder le deuil, des étapes, s'il y en a, pour un deuil qui serait dit normal. Elle parle d'accompagner quelqu'un qui va mourir également ou nous, de se préparer à notre propre mort. C'est un thème qui est chargé, mais ce que j'ai envie de vous rappeler, c'est que c'est un thème qui est plein d'amour et plein d'espoir également. Caroline, c'est quelqu'un qui est très lumineux, quelqu'un qui est très intelligent, qui est pleine d'empathie. Elle a énormément d'expérience dans ce domaine. Puis aujourd'hui, elle nous en parle avec vraiment un cœur ouvert, énormément d'empathie. Je pense que c'est un épisode qui vaut pas la peine d'être raté. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Créer, grandir, soigner. Un espace pour s'inspirer, grandir et se transformer. Je crois que la plus grande forme de liberté réside dans la conscience. Conscience de son monde intérieur, de son pouvoir créateur et de guérison. Ce podcast s'adresse aux esprits avant-gardistes, aux curieux et à tous ceux qui cherchent à créer une vie alignée et pleine de sens. Bienvenue à notre podcast. Salut Caroline! Allô! Caroline Bolduc, travailleuse sociale. Oui. Conférencière et formatrice en approche systémique. Donc, l'étude de son individu dans son environnement. Exactement. Et en santé mentale et en deuil. Oui. Aujourd'hui, tu viens nous parler de deuil. Donc, bienvenue au podcast. Merci. Merci de l'invitation. Merci à toi. Le podcast est tourné au Centre thérapeutique Boréal. Donc, bienvenue dans notre belle clinique. Elle est magnifique. Donc, dis-moi, Caroline, tu as choisi de te spécialiser, entre autres, dans l'accompagnement des individus, soit eux-mêmes en fin de vie ou leurs proches qui, eux, sont en deuil. Est-ce que tu pourrais me définir c'est quoi le deuil? Oh mon Dieu, le deuil, c'est la... Et c'est intéressant comme première question parce que certaines personnes vont dire que le deuil, c'est vraiment la période qui suit le décès de quelqu'un. Donc, c'est face à quelque chose qui est irréversible. Et il y en a qui vont dire que le deuil, c'est tous les deuils qu'on vit à travers la vie. De s'adapter, en fait, à l'idée que quelque chose qui était n'est plus. Je ne suis plus jeune. Donc, il faut à un moment donné faire la paix avec ça, laisser aller ça. Donc, c'est toute l'adaptation autour de l'absence de quelque chose. Fait qu'on pourrait dire que le deuil, c'est ça. Pourquoi c'est si difficile d'en parler? Ça reste un sujet qui est quand même tabou, le deuil? Pour plein de raisons. J'ai l'impression que d'être face... Oh mon Dieu, c'est large comme question parce que les gens, j'ai l'impression souvent qu'ils sont mis face à leur propre finitude. Donc ça, c'est difficile de se détacher de ce qu'on a aimé, de se détacher de la vie. Il y a les peurs qui sont associées à ça, hein, toutes les peurs en lien avec la maladie, la souffrance, se voir... se dégrader aussi. Les gens trouvent ça difficile. On est dans une société très performante où on veut être perçu comme étant fort, comme étant... on a beau, mon Dieu, faire la promotion de la vulnérabilité puis de la capacité à être ce qu'on est, de pas toujours être on top of the game, là, tu sais, on peut dire. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça, à juste... voir la finitude. Donc, il y a beaucoup des tabous en lien avec ça. Il y a des sujets dont on ne parle pas. Il y a la... en gros, ça serait ça, je dirais. Là. Il y a beaucoup de raisons comme celle-là. Puis après, il y a la difficulté de certaines personnes à prendre les virages, je vais le dire comme ça. Comme quand je parlais. S'adapter, puis accepter qu'il y a des périodes qui sont révolues, parce que pour certaines personnes, quand c'est fini, comme s'il n'y a pas une partie d'enfance qui vit à l'intérieur de toi, comme s'il n'y a pas une partie de la personne qui est décédée qui vit à l'intérieur de toi. Moi, je trouve que les choses sont finies, mais pas tant que ça. Il y a quelque chose qui continue à vivre, puis il y a des gens qui ont de la misère à garder ça vivant, autrement que dans la présence de la personne ou dans la présence de l'enfance ou de l'adolescence ou de certaines périodes de la vie. On va le voir dans les séparations, les idéaux aussi. La perte des idéaux, c'est vraiment difficile. Laisser aller l'idée qu'on avait de la famille parfaite, par exemple, quand on se sépare. Fait qu'il y a toutes sortes d'enjeux comme ça qui font que c'est difficile puis que ça reste tabou.
Oui, je sens qu'on va avoir du pain sur la planche avec ce deuil, avec ce deuil, avec ce thème. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à t'intéresser à ce thème-là? L'élément déclencheur, c'est un élément un peu anecdotique, c'est le décès de ma mère. Donc, j'ai accompagné ma mère aux soins palliatifs, puis j'ai vu l'impact de l'accompagnement auprès des personnes endeuillées. Ça a fait toute la différence pour moi et ça m'a permis de faire des liens entre des choses que j'avais vues tout au long de ma carrière parce que ça faisait déjà une vingtaine d'années que je travaillais quand ma mère est décédée. Puis je voyais aussi tous les gens... moi, je travaillais en pédopsychiatrie avant, puis en santé mentale jeunesse. C'est vraiment ça que j'ai fait là, pendant une vingtaine d'années, accompagner des familles avec des enfants qui avaient des difficultés. Dans le milieu public, là. Dans le milieu public, oui, dans le réseau de la santé. Donc, il y avait comme tout ça. Et ce que je trouvais, c'est qu'il y a plusieurs des problématiques des enfants puis des problématiques des familles qui étaient liées à des difficultés de transition. Donc, des difficultés, des fois, à laisser aller les choses. Fait que des fois, c'est vraiment un manque d'outils. Les gens ne savent pas comment s'y prendre, n'arrivent pas à comprendre leur petite bébite, hein, leur enfant qui est un peu différent, puis ils vont avoir de la misère à trouver comment s'adapter à cet enfant-là, comment favoriser un environnement qui va lui permettre de croître puis de se développer. Mais d'autres fois, c'est vraiment une difficulté à laisser aller des périodes de vie. Oui, mettons le passage de l'enfance à l'adolescence, là, typiquement. Oui, ça, c'est une question que je posais tout le temps aux mamans puis aux papas. C'est quoi votre période préférée de la vie de vos enfants? Ouais. Puis il y a des mamans qui vont dire c'est quand je suis enceinte. Fait que c'est très fusionné, là. Fait qu'à partir ça dure juste 9 mois, là, cette période-là. Puis une fois que c'est passé, ton enfant commence à te rejeter. Ton enfant il fait des affaires normales d'enfant qui essayent de se trouver lui puis de s'individuer. Fait que ça peut être pour certaines personnes un deuil qui n'est pas résolu puis qui va impacter la relation. Fait que ça s'est tout mis à se connecter, ces points-là, pour moi. Puis ça a pris quand même, après le décès de ma mère, 3-4 ans avant que je me dise « OK, je quitte le réseau de la santé, puis je vais essayer par moi-même. » Puis tout le monde me disait « Mon Dieu, une travailleuse sociale en pratique privée, tu certaine? » Puis finalement, ben il y a la pandémie qui est arrivée. Fait que je souhaitais évidemment à personne de vivre cette tragédie-là, mais ça a été quelque chose qu'on a vécu collectivement. Qui a été pleine de deuil aussi, beaucoup de deuil pour tellement pleine de deuil. Des entreprises qui ont fermé, des gens qui ont... Des familles qui se sont retrouvées prises ensemble dans des appartements pas super adéquats pour autant de monde, puis qui se sont vraiment beaucoup chicanés. Il y a eu des jeunes qui n'ont pas eu leur balle, tu sais, des rituels de passage qui se sont pas faits, qui auraient été utiles pour permettre le développement, puis qui n'ont pas pu se faire. Donc, il y a eu énormément d'opportunités de se remettre en question. C'est vraiment des passages dans la vie qui nous permettent de croître, en fait. Tu sais, c'est comme n'importe quelle crise. Une crise, c'est un levier de changement. Ouais. Fait que c'est vraiment désagréable à vivre. Le avant n'est plus, le pendant est confus, flou, stressant. Il y a toutes sortes de qualificatifs d'émotions moins agréables, mais quand même porteuses de plein de messages puis de plein d'informations pertinentes pour le futur. Ouais. Puis le futur proche, parce que s'il y a une affaire qui est constante dans la vie, c'est que tout change. Oui, c'est clair. Tout change, tout passe, puis à un moment donné, ben on laisse aller ça, puis on voit où ça mène. Mais moi, j'ai commencé ma pratique privée en janvier, puis en mars, c'était la pandémie. Fait que ça a bien été après ça. C'est clair. Puis ça... Tu parles, tu sais, s'il y a quelque chose qui est constant, c'est que tout change. Puis je trouve que c'est quelque chose, pour avoir moi-même vécu un deuil, comme bien des gens, je trouve que c'est quelque chose d'un peu bizarroïde quand que t'es en deuil, puis que le lendemain, il fait beau. Ah, complètement. Quand t'es en deuil, puis qu'il y a du monde qui rit, puis qui se font des soupers, puis que la vie continue, tu sais, que... Puis même des fois, après 2-3 semaines, tu sais, les gens, eux, ils savent que t'es en deuil, mais ils ont fait un petit bout, là, eux autres, là. Puis toi, t'es encore dans ton deuil, tu sais. Je trouve que ça crée beaucoup un sentiment de solitude. Est-ce que tu peux nous en parler de ça un peu? Ce sentiment-là d'être comme plus dans la société, là, tu sais. Il y a plein d'explications à ça. En fait, il y a quelqu'un dont je parle abondamment. Je vais enlever ça, puis je sens que ça doit être dérangeant. Elle s'appelle Mary Frances O'Connor. C'est une neuropsychologue qui a fait des études sur le cerveau en deuil. Passionnant.
Puis pour résumer, la partie, moi, que je trouve pertinente, puis que je dis à tous les endeuillés, toutes les personnes qui vivent une perte, que ce soit un emploi, que ce soit quelqu'un qui aimait, peu importe la situation, c'est que le cerveau est programmé pour être routinier parce que ça lui permet de libérer de l'espace pour détecter les menaces, donc pour se protéger. On s'en rend pas compte, mais on a intégré les personnes qu'on aime dans notre routine. Et quand ils sont plus là, le cerveau nous envoie un signal de menace. Il dit « ça va pas, la personne n'est pas rentrée, la personne n'est pas à l'heure, la personne t'a pas appelé, la personne... » Donc, plus tu étais proche de la personne, puis plus tu recevais de signaux quotidiennement, plus tu vas recevoir quotidiennement des signaux de « ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Donc, c'est ça qui fait que les personnes qui sont plus loin de la personne qui est décédée, par exemple, bien, c'est pas qu'ils y pensent plus, c'est qu'ils vont y penser à la mesure de la proximité qu'il y avait avec cette personne-là. Et je pense que dans le deuil, il y a quelque chose d'existentiel. Tu sais, à partir du moment où il y a Yalom qui en parlait... Irvin Yalom, oui, psychiatre américain. Qui en parle d'une tellement belle façon, puis c'est quelqu'un qui est d'approche existentielle humaniste, hein, fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui a vieilli en parlant de la vieillesse, en parlant de la mort qui s'en venait, en parlant de la mort de sa femme. Il y a quelque chose de très, très beau là-dedans. Mais il y a tout ça. Il y a l'idée que ça nous ramène, justement, puis ça peut faire partie des raisons pour lesquelles c'est tabou, c'est qu'on se retrouve devant le fait qu'au fond, on est tout seul pour traverser la vie. On est entouré, on a de l'aide, on a un réseau, on a du soutien, mais il y a une partie où il faut composer avec le fait que, en même temps, il y a une beauté là-dedans, c'est que notre expérience est profondément unique. Il n'y a personne d'autre qui va vivre ça exactement comme nous à ce moment-là. Puis il y a certaines personnes qui trouvent que c'est beau de vivre ça malgré la tristesse. J'ai vu, moi, des mamans perdre un enfant. Tu sais, J'aime jamais comparer les deuils parce que je dis toujours, puis je le pense, quand les gens viennent me voir, le deuil qu'ils vivent, c'est le pire deuil au monde. Puis ils sont tout à fait en droit de vivre tout ce qui vient avec ça. Sauf que la perte d'un enfant, c'est un peu contre ce qu'on attend de la nature, par exemple. C'est viscéral. Ouais. C'est ressenti de façon viscérale. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Mais il y a des mères qui vont avoir cette curiosité-là de dire « je sais pas pourquoi c'est ça qui m'est arrivé ». Ça veut pas dire qu'il y a un sens, mais c'est ça mon expérience. Puis c'est avec ça qu'il faut que je vive, puis c'est ça que je vais essayer de décortiquer, mais même pas. Des fois, c'est juste être avec ça, de dire la meilleure manière de le traverser, ça va être d'accepter que c'est là. C'est comme une posture d'humilité. Ah, complètement. C'est tellement bien dit. C'est ça. Personne ne se souhaitait ça, mais c'est ça qui est arrivé. Puis, il y a vraiment des gens qui vont se mettre une pression à essayer de trouver le sens là-dedans, puis il y en a au contraire qui vont dire s'il y en a un, il y en a un. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ouais. Mais c'est ça qui est ça. On entend souvent parler des étapes du deuil. Honnêtement, je ne sais même plus, il y en a combien? 5, je pense. Mais est-ce que c'est comme un mythe? C'est-tu vrai qu'il y a des étapes du deuil? Souvent, tu sais, moi, je vais entendre ça dans mon bureau, des gens qui ont perdu une relation amoureuse, par exemple, ou « Ah là, je sais que je suis dans l'étape de la colère, je sais que je suis dans l'étape dans le déni. » Déjà, quelqu'un qui me dit « Je sais que je suis dans le déni », c'est qu'il n'est pas dans le déni. Ça marche pas, mais c'est correct. Mais est-ce que c'est un mythe? Y a-t-il vraiment des étapes du deuil? En fait, c'est que ça part d'une étude qui a été faite par Elizabeth Kubler-Ross, mais il y a une vérité là-dedans, dans le sens que elle, ce qu'elle a étudié, c'est des gens qui apprennent qui ont une maladie à issue fatale. OK. Puis entre le moment où ils ont ce diagnostic-là et le moment où ils vont mourir, elle a observé les 5 étapes. Donc, il y a quelque chose de plus proche de la réalité du deuil quand j'ai des gens qui viennent me voir puis qui me disent, par exemple, j'ai le cancer ou j'ai une maladie dégénérative. Il y a une forme de colère, de rébellion, de tentative d'essayer de trouver des solutions qui est normale. Les gens sont encore vivants, ils espèrent pouvoir trouver une solution. Mais quand la personne est décédée, là, est vraiment décédée, puis je vais prendre d'autres exemples peut-être plus percutants, mais si on cogne à la porte pour vous annoncer que votre enfant est décédé dans un accident d'auto en revenant de chez ses amis, il n'y a même pas de bargaining à faire là. Oui, c'est final. Il est mort. Tu sais, c'est comme... Mais il y en a qui vont avoir de la colère, il y en a qui n'en ressentiront pas tant que ça. Tu sais, chaque émotion va être assez différente
c'est pas nécessairement ce pattern-là que ça va suivre. Fait que quand les gens viennent me voir puis qu'ils me disent « Est-ce que mon deuil est normal parce que je ressens pas de colère? » Il y a des gens qui vont ressentir du soulagement. Parce qu'ils se disent « C'était tellement injuste ce qui est arrivé » ou « C'est tellement... mon enfant était tellement malade. Ouais. C'est correct qu'il aille se reposer, tu sais. Il n'y aura pas tant de colère. Puis il y en a au contraire, ça va être débordant. Fait que dans le fond, l'idée, c'est vraiment d'accueillir les gens sans les stresser avec les 5 étapes qu'ils doivent faire pour avoir l'impression d'avoir complété leur deuil. Puis, anyway, c'est quoi compléter son deuil? Oui, ça dure combien de temps, un deuil? Ça dure le temps que ça dure. Tu sais, ça va dépendre d'un paquet d'affaires. Une maman qui a perdu son conjoint et qui a 3 enfants à la maison, à un moment donné, elle va avoir le temps d'être en deuil. Oui, oui. Mais au départ, ce qu'elle fait, c'est survivre. Au départ, ce qu'elle fait, c'est se dire, OK, je suis capable de traverser ça, on va être capable de s'organiser ensemble, tous les 4. Mais le deuil, souvent, est différé par ces événements-là, puis il y a même des personnes, c'est différé de 10, 20, 30 ans, tout dépendant de la capacité de la personne à faire face à cette épreuve-là, le réseau qu'elle a autour d'elle, le sentiment de sécurité qu'elle a de se déposer. Il y a des deuils qui sont tellement intenses que les personnes vont se protéger de les vivre parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se décomposer. Fait qu'il faut qu'ils trouvent un lieu sécuritaire pour eux, pour se déposer puis dire, OK, ici, je sens que je vais rester entier. Il y a des gens qui ont presque peur de se défaire, de se décomposer sur place. Fait que ça dure habituellement, là, on parle souvent de la première année. Moi, j'ai l'impression que la première année, tu te fais à l'idée que la personne n'est pas là. Puis la deuxième année, des fois, il y en a qui le vivent encore plus fort. Parce que c'est vrai. Tu sais, c'est comme, mon Dieu, c'était pas un rêve, tout ça. Oui. Mais je pense que le message que j'ai le goût de transmettre, c'est si ça nuit au fonctionnement de la personne, si elle sent que ça va impacter son sommeil, comment je dirais ça? Tu sais, la différence entre une dépression puis le deuil, mettons qu'on en parle, parce que des gens... Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, tu sais, tantôt tu disais la personne, elle va s'éclater. C'est vrai que quand on vit un deuil, on a vraiment l'impression que c'est une fracture interne, tu sais, qu'on est en 1000 morceaux. C'est une grande souffrance pour plusieurs personnes. Ça, c'est normal d'avoir beaucoup de peine, tu sais. Beaucoup de peine. De passer des journées à pleurer, de pas aller au travail. C'est normal. Oui. À quel moment ça devient, parce que je pense que tu allais vers là, à quel moment ça devient pathologique, genre? On peut-tu dire ça? Oui. Quand la personne va avoir des symptômes plus par exemple, dépressifs ou anxieux, on parle pas assez de l'anxiété en deuil, moi je trouve, là, les gens vont avoir peur, par exemple, de perdre leurs proches à la suite d'un deuil, principalement à la suite des deuils traumatiques. Quand ça arrive de façon soudaine, c'est comme si il y a une difficulté après à gérer l'imprévisibilité de la vie, ça des choses. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Puis ça... En fait, c'est qu'on le sait pas. On le sait pas tant qu'on l'a pas vécu, puis ça dépend peut-être de la personne aussi qui est décédée autour de nous. Ça peut être imprévisible, mais si c'est ton cousin lointain que tu n'as pas vu depuis 6 ans, tu vas te dire « Oh mon Dieu, la vie, c'est bien fragile », mais si c'est ton mari ou si c'est ton papa, bien, ça se peut que ça te rende inquiet très, très longtemps. Donc, quand le fonctionnement habituel revient pas, on dort mal, on mange mal, on se déprécie soi-même, on a l'impression de ne pas être à la hauteur, on va empêcher les autres de faire des activités pour rester proche de nous, mais pendant un bon moment. On va plus avoir envie de faire des activités qu'on avait envie de faire avant. Puis, il y a quelque chose de très, très normal dans l'idée de partager, comme tu le disais au début, hein, quand tu as dit, on a l'impression qu'on est comme dans un monde parallèle au début du deuil. Puis ça, c'est normal, tu sais, de sentir que, même moi qui travaille là-dedans, là, c'est sûr que c'est quelqu'un de proche de moi qui décède, ça va me faire ça aussi. Ouais. Puis c'est pas parce qu'on le sait que ça va être autrement, c'est que ça fait partie du travail de deuil, d'une certaine façon, de sentir qu'on est vraiment déstabilisé. Oui, vraiment comme dans un monde parallèle. Puis ça fait partie. Mais à un moment donné, ça revient doucement. Ça goûte un peu beige. J'ai une cliente qui me disait ça, elle dit « Tout est beige. Tout... » Elle dit « Je sais que c'est à la mode, mais ça goûte beige pareil. » Tu sais, c'est pas savoureux, mais tu es capable quand même de faire tes affaires, juste avec moins d'entrain, moins d'envie. Puis à un moment donné, ça revient doucement. Fait que ce que je dis souvent, c'est que l'antidote, dans le fond, au deuil, c'est la vie. C'est vraiment de recommencer à prendre plaisir aux activités
qu'on faisait avant. Ah, ça, c'est l'autre affaire aussi qui arrive souvent aux personnes endeuillées. Puis ça, c'est la différence aussi entre un deuil et une dépression. C'est quand tu es en dépression, il n'y a pas de... Il n'y en a pas de spark of joy. Tu sais, tu vas rire, mais pas vraiment. C'est juste comme eux, quasiment Mécanique, genre. mécanique. Comme tout le monde rit, on rit. En deuil, tu vas te sentir coupable d'avoir eu du fun. Ah oui, la culpabilité. Oui. Les gens se sentent coupables de continuer de vivre. Ça, je vais le voir beaucoup dans les fratries. Les gens qui ont perdu un frère, les enfants qui ont perdu un frère et une sœur, ils se sentent mal, eux autres, de poursuivre leur vie. Ils se sentent mal d'atteindre des étapes où leur frère, leur sœur n'a pas pu se rendre là. Comme si c'était pas juste, puis qu'eux autres, ils ont quelque chose que l'autre n'a pas. Je l'ai vu aussi chez des fratries, mais tu sais, j'ai eu des clients qui ont perdu leur blonde ou leur chum jeune. Mm-hmm. Tu sais, que là, lui, il aurait 18 ans, il aurait 20 ans, puis là, moi, j'en ai 20, puis là, moi, je rentre à l'université, puis cette culpabilité-là. Oui, oui. Oui, puis la manière dont ils vont s'en sortir est surprenante. Chaque personne va avoir sa porte de sortie du deuil, en fait. Tu sais, il y a vraiment une jeune, à un moment donné, qui a développé une vie plus spirituelle, pas religieuse, mais plus... elle s'est mise après le décès, puis quand elle a grandi, elle s'intéressait plus à la philosophie, elle essayait de comprendre le sens des choses, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle est juste revenue quelques rencontres, puis elle m'a dit, tu sais, elle dit, j'ai compris que je sais pas ce qu'il y a après, puis que moi, je suis là à idéaliser ma vie, puis me dire, mon frère a pas vécu ça, il a pas vécu ça, il a pas vécu ça, mais elle dit, c'est qui me dit que c'est pas mieux? Ce que lui vit, tu sais. Oui, c'est ça. Puis ça s'est résolu de même pour elle. Puis c'est bien correct. Tu sais, c'est pas fou. Oui. Il y a une réalité là-dedans. Il y a une autre petite fille qui était venue me dire qui a voulu que ses parents prennent rendez-vous avec moi. J'ai la permission d'en parler. Elle a voulu que ses parents prennent rendez-vous avec moi parce qu'elle avait quelque chose de vraiment important à me dire, mais elle ne voulait pas leur dire c'était quoi. Puis, j'ai dit, OK, je la recevoir. Puis, elle m'a dit, il faut que tu dises à tes clients quelque chose de très important. J'ai réalisé ça. Son petit frère a été enterré. Puis, dans sa religion à elle, il était pas incinéré. Donc, il était enterré, le corps. Il a tout eu son rituel religieux à lui. Et évidemment, il s'est transformé parce qu'un corps laissé dans la terre va se transformer. Mm-hmm. Puis, elle a dit, tu réalises-tu qu'au printemps, c'est mon frère qui fait les fleurs parce que c'est du compost? Oh. J'ai dit, j'avais jamais vu ça comme ça. Puis pour elle, à tous les printemps, son frère renaît. Mais dans sa petite tête d'enfant, elle jouait aux jeux vidéo, puis elle dit, mais pourquoi je suis pas capable d'avoir une autre vie pour mon frère? Pourquoi je suis pas capable d'acheter des vies à mon frère comme dans les jeux vidéo? Puis là, elle en a trouvé d'autres. Puis ça l'a apaisée. Sais-tu quoi? Ça va être bien correct comme explication. Fait que c'était... La sortie du deuil est tout le temps... est souvent surprenante, en fait. Les gens, je peux pas inventer ça. Comment est-ce qu'on annonce à un enfant qu'un proche est décédé? On dit la vérité. On dit la vérité. On dit la vérité, puis on dit les vrais mots. On dira pas ta mère est partie en voyage, ta mère est partie au ciel, ta mère... Puis ça veut pas dire que dans nos croyances, on va pas l'expliquer comme ça. Mais on va faire la distinction entre le corps de la personne est décédée, puis tout dépendant du stade de développement de l'enfant. C'est sûr qu'un adolescent, un adolescent sait ce que c'est la mort. Un enfant, on va lui expliquer. En bas de 8 ans, on sait que l'enfant comprend pas la permanence de la mort. Il y a quelque chose d'impermanent. Donc, les enfants revisitent le deuil tout au long de leur vie d'une certaine façon parce qu'ils approfondissent leur relation à la mort et ils la comprennent de mieux en mieux. Mais on va dire, par exemple, maman est décédée, maman est morte. Son corps vit plus. Ça veut dire que ses yeux voient plus, ses oreilles entendent plus, son cœur bat plus, son sang circule plus dans ses veines. C'est comme ça. Elle est inerte. Puis là, après, si on veut parler de nos croyances religieuses ou spirituelles, on va le dire que c'est de la spiritualité ou de la religion. Oui, par exemple, papa et moi, on croit, grand-maman est décédée, mettons, papa et moi, on croit qu'elle est au paradis ou dépendamment des croyances. C'est que tu peux lui parler puis qu'elle t'entend. Nous, c'est notre croyance. C'est ça. On peut nommer ça. Puis ça peut faire du bien. Ça peut être plein d'autres affaires. Tu sais, il y a un petit garçon qui m'a dit qu'il pensait, encore une fois, les plantes. Il m'a dit qu'il pensait que son papa qui aimait les plantes était dans des plantes.
correct. Tu sais, dans le sens qu'il y a une ils vivent très bien, puis beaucoup mieux qu'on pense avec l'idée qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Mm-hmm. On peut le dire, tu sais, on peut dire, il ne faut pas que tu te surprennes que si nous, on te dit que ma grand-maman est au ciel, puis que ta petite copine à l'école a dit, ben non, grand-maman n'est pas au ciel, elle est dans la terre, puis elle est morte, puis c'est tout, Oui. c'est correct. Mais est-ce qu'on peut dire à notre enfant qu'on ne sait pas aussi? Je pense que oui. Tu sais, comme, ben, Moi, ou quoi que ce soit, est-ce qu'elle m'entend? Est-ce que... Absolument. Je sais pas, tu sais. Je pense que la meilleure des réponses, ce sera toujours la vérité. Mm-hmm. Puis d'accompagner l'enfant là-dedans. Parce que si on dit aux enfants, mamie est partie en voyage, ben ils vont faire leur valise puis ils vont vouloir aller rejoindre mamie. Oui, oui, quand est-ce qu'elle revient? Quand est-ce qu'elle revient, tu sais, quand est-ce qu'on va la voir? Mais là, il n'y aura pas de possibilité de ça. Fait que nous, dans nos croyances, on pense que quand nous, on va décéder, on va être réunis tout le monde. Bon, OK. Mais après, on peut vivre avec l'idée aussi que quand les enfants sont eux-mêmes malades et qui ont des croyances différentes, on va les accompagner. Tu sais, moi, j'ai accompagné une petite fille qui me disait dis-moi, j'espère qu'il y a de la crème glacée. Parce que la petite fille, elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait qu'elle allait mourir. Puis elle a dit, moi, j'espère que c'est un monde avec de la crème glacée. J'ai dit, moi, je pense qu'on peut tout à fait décider que c'est un monde où il y a de la crème glacée. Mm-hmm. Comme matin, midi, soir, ça tente, puis ça va être bien correct. Mais en même temps, parce qu'on veut quand même les rassurer, tu sais. S'ils posent des questions, on va répondre, mais on va répondre à partir de ce qu'eux autres y aimeraient, à partir de ce qu'eux autres y croient. Mm-hmm. Puis on dit la vérité. Tu sais, on dit la vérité. Puis, tu sais, on parle souvent de donner du temps au temps. Le deuil, c'est un processus, puis tout ça. Est-ce que c'est juste une question d'attendre que ça passe ou il y a des actions qu'on peut faire pendant cette période de temps? Il y a des actions qu'on peut faire. Parce que tantôt, si je reviens à l'exemple que je donnais du cerveau qui va s'habituer au fil du temps au fait que la personne ne revient plus à la maison, n'appelle plus, ne texte plus, on s'endort plus à côté de la personne, par exemple, notre cerveau va se faire à l'idée à un moment donné. Mais nous, on peut décider de s'accompagner soi-même là-dedans, dans le travail qu'on va faire pour revenir dans la vie. Tu sais, je prends des exemples, là, c'est certain que dans mon bureau, il y a plus de... Il y a des personnes un petit peu plus vieilles, c'est normal, tu sais, avec le temps... On vieillit, puis nos conjointes meurent. Quand tu as passé 50 ans avec la même personne, oui. Puis que tu n'as jamais vécu seul, il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Fait qu'une des choses aussi qu'on peut faire, c'est de voir ça venir, de se préparer à l'idée que ça viendra, ce moment-là peut-être, où on va avoir à tout faire tout seul. Donc, est-ce qu'on est prêt à ça? Mm-hmm. Ne serait-ce que techniquement. Parce qu'on n'est jamais prêt... Vraiment, moi, j'avais 45 ans, puis j'aurais été très correct que ma mère soit encore dans ma vie. Maintenant, tu sais. Mais on n'est jamais vraiment prêt. Mais on peut vraiment s'accompagner. C'est-à-dire, pour certaines personnes, ça va être écrire un journal. Moi, je crois beaucoup à l'art. Je sais que tu es art-thérapeute. J'y crois tellement, tu sais, que dans la créativité, il y a une forme de... Les gens ne comprennent pas tout le temps comment ils peuvent transformer leur souffrance à travers la créativité, mais c'est juste une forme d'expression qui n'est pas très consciente, qui est juste, vas-y, laisse-toi aller là-dedans. Là. De sublimation, que disait Jung. Exactement. Tu sais, quelqu'un dernièrement qui me disait qu'elle s'est découvert une passion pour les casse-têtes, mais je pense que quand on fait ça, en quelque part, on donne une pause à notre cerveau, oui. Mais on construit quelque chose, on refait une forme, on recrée. Inconsciemment, il y a quelque chose qui se travaille, certainement. Je ne suis pas psy, là, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui est comme de l'ordre de... Je vais finir par voir clair dans cette affaire-là, puis pièce par pièce, je vais reconstruire quelque chose. T'sais. Fait que je pense que ça a du sens pour les gens. Fait que déjà, on peut aller consulter si on a besoin d'accompagnement, on peut prendre soin de soi physiquement, on peut ne pas rester isolé, essayer de garder des contacts avec les gens qu'on aime, puis être comme on est. Se donner le droit de dire « je suis fatiguée, je vais aller faire un tour, mais je vais rentrer plus tôt ». Mais au moins, on est sorti de l'isolement dans l'état dans lequel on est. Lire, écrire, la nature. Mm-hmm. Il y a tellement de sagesse dans la nature. Mm-hmm. Mais ça, c'est vraiment dans le contact avec les gens, de façon très singulière, où on va voir ce qui va parler à la personne, puis comment elle va décider de retourner dans le monde après.
Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est endeuillé? Tu sais, notre cousine nous appelle en disant ben son conjoint il est décédé. T'sais. Si c'est pas un choc pour nous-mêmes, mettons, ça serait quoi les premiers mots à dire à quelqu'un? Je suis désolée, oh mon Dieu. Ça dépend vraiment de la relation qu'on a avec la personne. Il n'y aura pas de phrase toute faite, mais je pense que l'écoute, d'être présent pour la personne, ça c'est... Même en silence. Ah, c'est sous-estimé. D'être capable de tolérer la peine de quelqu'un, simplement, là, juste de dire, même si c'est difficile pour toi puis que c'est pas confortable comme émotion, tu peux être comme t'es à côté de moi. C'est d'une rareté, puis ça fait énormément de bien. Donc, déjà ça, il ne faut pas sous-estimer ça. Tu sais, quand on accompagne des enfants qui vont décéder, là, qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça? Mm-hmm. C'est... Mais d'être rassurant à côté, par une présence stable puis calme, ça fait une différence. Rendu, je pense que c'est ça que j'aime le plus de ce que je fais, c'est que la qualité de présence joue. Être là. Dans le moment présent. Oui. Puis dire... Oui, évidemment qu'il y a des interventions à faire, puis que j'évalue dans ma tête, puis que je travaille fort par ailleurs. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... Des fois, c'est juste laisser la personne être ce qu'elle a besoin d'être à ce moment-là. Mm-hmm. Après, ce qu'il y a à dire, des fois, oui, je suis désolée si c'est senti. On le voit des fois là, sur le mur Facebook, des gens, là, c'est des phrases un peu toutes faites puis convenues, mais moi, je me rappelle justement, je prends souvent, moi, par exemple, pas tant pour parler de moi que... parce qu'il n'y a pas de confidentialité dans ce que je sais moi-même. C'est comme ça. Si moi je le dis, c'est correct. Mais il y a une cousine française qui, quand elle a lu ça, elle a dit un gros mot français. Puis elle a dit « Ah, perdre sa mère, c'est dur! Je déteste cette nouvelle! Comment vas-tu? » Puis j'ai trouvé ça tellement drôle parce que je l'imaginais de l'autre bord, juste comme tellement spontané, dire « Arc! » Qu'est-ce que c'est ça, là, cette nouvelle-là, tu sais? Fait qu'on peut valider la personne, dire c'est tellement injuste ce que tu vis, c'est triste. Juste demander, tu sais, comment tu le sens, toi, comment tu le vis. Comment ça va, tu sais, t'es-tu correct? Puis je trouve que les gens ont besoin aussi beaucoup, quand on accompagne des personnes en fin de vie, faire valider que leur présence, c'est suffisant, de les accompagner. Là, je suis plus sur la fin de vie, puis pas tant sur le deuil, mais quand même, s'assurer que les gens ont le minimum requis pour passer au travers. Puis quand je dis ça, c'est « Dors-tu? As-tu été prendre une marche aujourd'hui? Bois-tu assez d'eau? Parce qu'ils pleurent leur vie, puis ils sont déshydratés, puis c'est tellement banal, mais les gens y pensent pas. As-tu des snacks? Parce qu'ils n'ont pas faim. Fait que as-tu des petites choses à manger, pas nécessairement un gros repas? Juste prendre le temps d'appeler puis dire, peut-être as-tu besoin d'une petite visite aujourd'hui ou tu as besoin d'être tranquille? Juste être présent. Un sac de chips, là. Oui! Ah, c'est le temps de manger ses émotions. Ça va être correct, ça va passer. C'est juste de dire, on n'est pas... juste être ensemble, puis valider qu'ils ont fait de leur mieux. Valider qu'ils ont le droit d'être soulagés du décès de la personne. Valider que c'est correct qu'ils soient ambivalents. Des fois, là, il y a des relations qui se terminent qui n'étaient pas faciles. Tu sais, qui n'étaient pas la relation qu'ils auraient souhaité avoir pour vrai. Oui. Un couple en conflit, là, qui se serait probablement séparé, puis tout, puis là, finalement, il y en a un des deux qui meurt, tu sais. Oui. Ou qui vont pas se séparer, justement. C'est la mort qui va les séparer, mais qu'il y a des choses qui seront pas dites. Des enfants qui font le deuil du parent qu'ils auraient aimé avoir. Ils n'auront jamais eu le parent adéquat qu'ils auraient voulu. Ça sera pas possible. Tu sais, il y a une ambivalence là-dedans. Il y en a qui vont vivre de la colère au bout. Il y en a qui vont... Tu sais, par rapport aux parents qui n'ont pas été à la hauteur, mettons. Mais juste d'accueillir ça puis de dire, ben c'est correct que tu passes à travers ça. Et ça m'amène à défaire l'idée que parce que la personne est morte, il n'y aura pas de résolution. OK, intéressant. Des fois, les gens vont résoudre ça justement parce que la personne est morte. Parce que ça va justifier qu'ils ne se voient plus. Ça va justifier... Il n'y aura plus d'effort à mettre une limite à la personne. Ça va être, OK, là, je suis libérée de ça. Je n'ai pas à me sentir coupable d'aller me chercher d'autres modèles parentaux, d'autres sources d'inspiration pour faire ma vie. Il y aura un ménage qui va se faire dans la personne qui m'a accompagnée n'était pas toute mauvaise. Fait que je peux essayer quand même de prendre même ces petits bouts-là qui n'étaient pas suffisants, mais qui, pour un petit moment, ça, je peux garder ça avec moi, puis le reste, je vais le laisser aller. Et des fois,
Ça, c'est une phrase qui m'avait été dite un jour, puis je m'étais dit, mon Dieu, que c'est puissant, cette phrase-là. On se construit contre les failles des personnes qui nous entourent. Fait que si on a eu un parent imparfait, on a toujours des parents imparfaits, on est des parents imparfaits, mais... Vraiment inadéquat, là, mettons. Là. On a des bons modèles de quoi ne pas faire aussi. Fait qu'il y a des gens qui vont se donner plus de permission une fois que la personne est décédée qu'avant. Fait que des fois, ça aide étrangement. J'aurais aimé ça que tu me dises un peu si tu remarques qu'il y a des tendances ou des personnes qui disent qu'ils ressentent la présence de la personne, qui voit des signes. Est-ce que ça fait partie du deuil, ça aussi? Oui. Pas pour tout le monde, mais oui. Il y a des personnes qui vont remarquer des phénomènes après ou... Moi, je suis travailleuse sociale, fait que c'est quelque chose que je vais accueillir, je vais écouter, je vais voir aussi... Puis je veux pas sonner dans le jugement, au contraire, c'est très, très bienveillant, là, ce que je vais dire. C'est qu'il y a des personnes qui peuvent vivre des deuils très complexes où l'on craint pour leur santé mentale, puis qui vont se mettre à dire des choses qui n'ont plus beaucoup de sens puis qui ne sont pas connectées. Fait que dans ce temps-là, évidemment, il faut que j'intervienne, puis que je m'assure que la personne a les soins dont elle a besoin. Mais après, c'est une forme de spiritualité. Mm-hmm. Hein? Fait que ça, j'ai pas à intervenir là-dedans. Au contraire, en service social, on est vraiment ouvert. C'est vraiment l'arrimage entre la personne et son milieu, en fait, qu'on essaie de travailler. C'est pas parce que la personne n'a pas les mêmes croyances ou les mêmes expériences que moi que c'est pas valide. Oui, ça a le droit d'exister pour cette personne-là. Ça a le droit d'exister pour cette personne-là. Mais il faut pas que ça devienne... je peux te donner un exemple de rituel là, qui serait peut-être un petit peu trop. Là. Si ça fait 6 mois que la personne est décédée puis que tu continues de mettre le napperon à la place de la personne, puis il y a quelque chose où, tu sais, il y a un... Faut voir. Il faut voir dans quel contexte ça se fait, puis à quel point ça parle du fait qu'on n'est pas capable, justement, de se dire, bon, mais là, la personne vit autrement. Elle est plus à table avec moi, on ne mangera pas ensemble ce soir, mais je peux penser à elle de la même manière qu'il y a des gens qui vont faire une prière avant de manger, mettons. Oui. Tu sais? Oui, c'est comme touché pour nous dans nos domaines parce que la religiosité est parfois symptomatique de troubles de santé mentale, de psychose et tout. Je pense que c'est important de le nommer à nos auditeurs, tu sais, que c'est pas d'être fermé d'esprit, mais que c'est quelque chose de comment on dit ça, de documenté. Exactement. Tu sais, il y a des gens qui ont des tocs puis qui vont passer ça là-dedans. Fait que c'est vraiment juste d'avoir un regard pour vrai bienveillant là-dessus. Ouais. De dire, bien ça se peut que ce soit quelque chose qui soit pas fonctionnel pour toi, qui parle d'un deuil complexe, d'un deuil traumatique, de toutes sortes de réactions, tu sais, qui sont pas... qui relèvent même plus de ce que moi je peux faire non plus. Là. Dans ce temps-là, je vais référer à quelqu'un en psychothérapie, puis les gens vont travailler avec des approches plus précises là, pour aider les gens. Peut-être même qu'ils vont devoir voir un médecin, un psychiatre, tu sais, ça se peut. Mais ce que je veux vraiment nommer, c'est que c'est pas synonyme nécessairement de... que les gens ont le droit de vivre leur spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui voient des signes. Je sais que Christophe Fauré a commencé à écrire des livres là-dessus aussi, ce qui se passe après, puis je le lis. Je sais qu'il y a des études là-dessus qui se font. Fait que moi, je suis pas fermée, mais je suis pas non plus... comment dire, ça n'a pas été validé encore. Mais je vis bien avec le mystère, en fait. C'est comme... Je pense que c'est un domaine où il faut bien vivre avec ça aussi, là, parce que on sait pas ce qu'il y a après. Tout le monde l'interprète à sa manière. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après, on ne sait pas ce qui nous entoure nécessairement. Est-ce que tu trouves que la foi ou la spiritualité, c'est protecteur dans un processus de deuil? Ça dépend, étonnamment. Moi, j'aurais pensé que oui, et finalement, pas toujours. Je pense qu'il y a des gens qui utilisent la foi puis la spiritualité comme quasiment de l'automédication, des fois. Oui, comme un déni un peu de notre angoisse existentielle. Exactement. Je veux pas accepter de pas savoir, je veux pas accepter d'être dans l'incertitude. Oui, il y a une forme de... Moi, je pratique la méditation de pleine conscience, puis ils vont nommer que des fois, il y a comme un spiritual bypass. C'est comme si tu te concentres sur certaines affaires puis pas sur d'autres, mais l'idée de la pleine conscience, c'est de prendre toutes les expériences telles qu'elles sont puis de vivre avec, d'essayer de trouver une forme de...
stabilité, une forme d'équanimité là-dedans, mettons. Mais ça, c'est moi. C'est mes pratiques à moi, puis je veux pas imposer ça à personne. Mais l'idée, c'est ça. C'est que j'ai observé, parfois, il y a des personnes qui vont être, mettons, fâchées contre Dieu tout à coup, parce qu'ils s'imaginaient que parce qu'ils croyaient en Dieu, ben, ça les protégeait. Mais on est tous mortels. Donc, ça dépend de comment tu utilises la religion, comment tu utilises ta spiritualité. Fait que, mais par contre, il y a des gens pour qui, vraiment, c'est tellement beau de les voir, là, comment ils vont aller chercher une force, une sorte de... Ils n'auront pas nécessairement envie de transformer l'épreuve. L'épreuve, elle est ce qu'elle est. Mais comment je suis capable de me déposer dans quelque chose de plus grand que moi, puis d'universel, pour traverser ça. Puis, ouais. Est-ce que tu dirais que c'est une de nos plus grandes peurs, la peur de mourir? Parce que je trouve que dans un processus de thérapie, souvent, ça revient à ça, au final. Oui. Mais il y a ça, mais il y a la peur de souffrir aussi. Parce que là, on le voit avec l'aide médicale à mourir, hein? Il y a des gens qui aiment mieux mourir que de souffrir. C'est vrai. Tu sais, il y a des gens qui vont étirer ça tant qu'ils peuvent, puis qui sont prêts à avoir des traitements de chimio hyper invasifs qui les rendent super malades. Tout ça dans l'espoir de gagner 2 semaines de plus. C'est leur vie, c'est leur choix. Puis c'est bien correct comme ça, tu sais. On n'est pas là pour décider pour eux. Mais il y en a d'autres, au contraire, qui ont... La souffrance est tellement... la souffrance, la dégénérescence, il y a le poids qu'on peut mettre sur les autres aussi, hein, l'impression de prendre trop de place, tout ça, perdre la tête, hein, d'avoir toutes les maladies. Ça, c'est très, très épeurant. Donc, ça fait plus peur encore que la mort. C'est quoi, selon toi, l'antidote à la peur existentielle? La peur de mourir, la peur de la faim. C'est quoi l'antidote? Pour moi, je sais ce que c'est. Et encore, mais j'allais dire, non, c'est pas vrai, parce que j'allais dire, je sais pas ce que c'est passer proche de mourir, puis c'est même pas vrai. Fait que pour moi, je sais ce que c'est. Je sais pas si je pourrais donner quelque chose d'universel. Je pense que chaque personne a son petit bout de chemin à faire par rapport à ça, de déjà tolérer un certain inconfort, tolérer un manque de contrôle. Mais je peux dire ce que c'est pour moi. T'sais, moi, c'est sûr que dans l'idée de prendre la vie telle qu'elle est, c'est simple comment je le dis, là. Puis ça veut pas dire être bien à tous les moments, au contraire. Il y a des moments où moi aussi, je vais être dans le refus de certaines affaires, j'aurais pas envie de le vivre. Puis là, je me vois, ça, tu veux pas vivre ça. Oui, parce que Irvin Yalom, il parle d'une vie pleinement vécue, là. Oui. Mais pour moi, c'est ça aussi. Il est vraiment super touchant, ce monsieur-là, parce qu'il y a ça, hein, il y a l'idée que lui, il l'aurait dit de manière existentielle, moi, je vais le dire plus en pleine conscience, mais c'est l'idée de dire, il n'y a pas d'émotion, pas de sensation que je vais rejeter. Puis quand je vais me rendre compte que je le rejette, je vais savoir que je suis en train de le rejeter. Fait que déjà, je suis dans la pleine conscience quand je fais ça. Ouais. Puis ça ne veut pas dire que là, j'ai les moyens, tout de suite maintenant, pour accueillir ça. Au moins, je sais que ça, c'est difficile pour moi. Fait qu'il y a comme une sorte de paix qui va finir par s'installer par rapport à tout ça, dans l'idée de faire face, en fait. C'est de ne pas rester dans le... Mais ça vient avec... C'est pour ça que je dis qu'il n'y aura pas de recette universelle, parce que ça dépend de chaque personne, ça dépend de ses forces, ça dépend de sa santé mentale, ça dépend de sa santé physique, ça dépend de son réseau, de sa religion, de sa culture, ça dépend d'un paquet d'affaires. Ouais. Fait que... Mais déjà de s'intéresser à ça, puis se dire comment moi je peux être un peu plus en paix avec mes pertes, mes transitions de vie, mais les gens qui décèdent autour de moi, comment je peux m'accompagner là-dedans, accueillir l'accompagnement des autres aussi. Est-ce qu'on peut grandir à travers le deuil? Ben, oui, parce que moi, c'est certain que pour moi, c'est une réalité. En même temps, absolument, parce que sinon, on ne ferait pas ce qu'on fait dans la vie. C'est sûr qu'on y croit, moi, j'y crois. Mais est-ce que j'y crois pour tout le monde? Parce que je pense que c'est obligatoire. C'est une autre affaire que je ne veux pas nécessairement imposer. Oui. Tu sais, je pense qu'il y a des gens pour qui ça va être tellement insensé ce qui est arrivé que le sens, puis le cadeau mal emballé, puis tout ça, ils l'auront peut-être pas. Mais au moins, ils vont continuer leur vie, reprendre leur vie
Puis ça se peut qu'ils vivent avec l'idée que c'était injuste, puis que c'était pas normal que ça arrive comme ça, ou que c'était... Puis il y en a au contraire qui vont se structurer autour de ça en ayant une cause à défendre pour le reste de leur jour. Ouais. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est que... Puis moi, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup sur les recettes toutes faites, tu sais, dans le sens que... C'est ça. Je pense qu'il faut être avec soi-même, se regarder aller, puis voir sont où les zones où on est moins confortable, puis essayer de faire un petit 5 secondes de plus là-dedans. Puis dire, OK, si je reste 5 secondes de plus dans l'inconfort, qu'est-ce qui va arriver? Je vais-tu vraiment exploser ou finalement ça va être correct? Tolérer. Je vais être capable de tolérer. Puis je peux-tu aller un petit 5 secondes plus loin? Puis si j'écoute vraiment mon inconfort, il me dit quoi de mon besoin? Est-ce qu'il faut que je mette une limite par rapport à ces gens-là qui sont inadéquats avec moi par rapport à mon deuil? Ils sont adéquats pour plein d'affaires, mais ils ne sont pas capables de m'accompagner là-dedans. Fait que je vais mettre une distance pour le temps du deuil. Puis je vais me rapprocher plus de d'autres personnes qui sont plus là pour me soutenir. Puis ça va être correct pour ce temps-là. Tu sais, c'est ça, d'essayer d'écouter. Puis là, je reviens à ce que je disais tantôt. Quand je disais, tu sais, c'est quoi la meilleure affaire à dire à quelqu'un en deuil? Puis j'ai répondu, ben des fois, c'est rien. Des fois, c'est d'être présent. Mais comment on peut... Moi, c'est ça, mon antidote. C'est comment tu peux être présent à toi-même puis à la vie telle qu'elle est. Tantôt, on parlait comment annoncer à un enfant le décès de quelqu'un, ou là, on parle des endeuillés, puis tout ça. Est-ce qu'il y a moyen de préparer sa propre mort, de préparer ses proches aussi à sa propre mort? On a eu la rencontre avec le médecin, puis tout a été fait, là. Tous les traitements ont été faits, puis là, on se dirige vers des soins palliatifs. Il faut l'annoncer à ses proches. Déjà ce qu'on fait là. Mais je pense que la mort, ça devrait être un sujet de conversation comme n'importe quel autre sujet. Parce que j'ai l'impression que quand on attend d'être rendu aux soins palliatifs, on est tout le monde en crise, on est tout le monde fatigué, on est tout le monde... c'est pas le meilleur moment pour en parler. Mais on va devoir en parler de toute façon. Fait que s'il y a déjà des... moi, tout est prêt, là. Ouais. Tu sais, ça a tout été nommé, ce que j'aimerais. Le testament. Oh mon Dieu, oui. Le testament est prêt, mes soins de fin de vie, mais pour le moment, tu sais, parce que tout ça, c'est en train d'évoluer aussi, hein. L'aide médicale à mourir évolue, il y a moi qui vieillis, il y a moi qui change, il y a moi qui vis d'autres expériences, qui rencontre d'autres personnes, qui... Fait que au meilleur de ma connaissance, j'essaie d'en parler avec les gens autour de moi. Puis sans l'imposer à tout prix, c'est des fois de l'amener dans la conversation, tu sais. Puis les gens, je prends pour acquis qu'ils vont être capables de dire « Oups, là, j'ai ma limite par rapport à ça, je trouve ça difficile, puis je vais fuir un petit peu. » Puis c'est correct, mais on a fait un petit bout de plus. Fait que je pense déjà de l'avoir en tête puis d'en parler ensemble, c'est tellement plus facile. Tu sais, nous, on en avait bien parlé avec maman avant. Tu sais, on le savait, ce qu'elle souhaitait. Puis on a nous nommé ce qu'on souhaitait aussi. Puis il y a des affaires qui se sont organisées en cours de route, mais ça n'a pas été... Ouais. Tu sais, ça a été comme, ben oui, c'est une réalité, là. C'est quelque chose qui s'en vient. Fait qu'on a le choix de dire, on traversera le pont rendu à Rivière. On va faire comme si ça n'arrive pas. Ou au contraire, c'est ça, l'étape de vie. Puis c'est tellement beau à vivre des fois. Il y a certaines fins de vie qui sont d'une beauté incroyable. C'est des moments privilégiés. Vraiment, vraiment. Parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Fait que les gens se disent des affaires qui ne se seraient jamais dit avant. Tu sais, c'est le temps là, de poser des questions. Là. C'est des livres ouverts. C'est vraiment agréable. C'est vrai, hein? Oui, vraiment, vraiment. Pour certaines personnes, ça va être... les gens qui sont en paix avec leur fin de vie, ça va être d'une beauté incroyable. Puis toi, comment tu fais au quotidien en travaillant avec des gens comme ça qui sont quand même vraiment en souffrance, c'est confrontant? Tu sais, oui, tous les thérapeutes, on est confrontés à la souffrance, la douleur, mais toi, tu es confronté aussi à quelque chose que tu vas inévitablement vivre, tu sais, ta propre mort. Comment est-ce que tu fais au quotidien pour te protéger, pour t'énergiser entre tes rencontres? Ou... c'est quoi ton rituel, genre de... Oui. Bien, ça, c'est encore en apprentissage. Tu sais, dans le sens que il y a une partie de ce que je fais où je me nourris à même mes rencontres. Dans le sens que dans ce que les gens me disent, il y a beaucoup de beauté. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'amour. Énormément. Tu sais, c'est la plupart du temps des histoires d'amour dont j'entends parler. Des fois, non. Des fois, c'est des histoires de rencontres qui ne sont pas advenues, comme je parlais tantôt, des enfants qui n'ont pas eu parents dont il y aurait eu besoin. Ou... Ça peut arriver aussi, mais sinon, c'est juste de l'amour. Tu sais. Puis après, il y a quelque chose de tellement beau. Je valorise beaucoup le courage, mais
comment je dirais ça? C'est compliqué de le dire comme ça, je trouve, parce que c'est comme si quelqu'un qui n'y arrive pas... Manque de courage, ouais. C'est pas ça. C'est pas ça, ouais. C'est vraiment pas comme ça que je le vois. Mais je trouve que n'importe qui rentre dans mon bureau puis qui dit « je veux juste faire le mieux que je peux avec cette épreuve-là », en partant, il y a quelque chose qui me réconforte par rapport à l'humanité. Mm-hmm. Tu sais, il y a une volonté d'être doux avec soi, d'être doux avec les autres, d'accepter que la vie se transforme, qu'elle prend des chemins qu'on n'aurait pas voulu qu'elle prenne, mais il y a quelque chose d'extrêmement beau là-dedans. Puis pour le reste, je travaille beaucoup, fait que ça, faut que je me parle plus. Si je suis très franche, là, ça serait comme un petit peu dans mes apprentissages, là, mais je voyage. Ouais. Fait que ça me... Profiter de la vie. Ouais. Oui. Mais par contre, mes voyages ont changé. Je me rends compte que je suis beaucoup plus proche de la nature que je l'étais. J'ai besoin de voir de la nature. Beaucoup, 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 beaucoup. Voir la vie. Ouais. C'est juste ça, la nature, c'est de la vie. En même temps, je trouve que les sujets tabous, tu sais, moi, j'habite à côté d'un cimetière. C'est mon voisin derrière, c'est un cimetière. Puis ça l'a amené des conversations en famille, tu sais, parce qu'on va marcher dans le cimetière parmi les pierres tombales, puis tout ça. Fait que là, tu sais, notre garçon, il voit les dates, puis tout, fait qu'on veut pas, tu sais, il fait des calculs, puis 27 ans, c'était vraiment jeune, tout ça, tu sais, puis à quel âge on meurt, puis tout, c'est... Qu'au début, tu sais, je pense qu'il y avait quand même un certain malaise là, pour moi puis mon chum, tu sais, de parler de ces thèmes-là. Mais au final, je trouve que de plus qu'on en parle, moins qu'il y a de tabou, puis ça nous ramène à l'essence des choses, tu sais, à ce qui est vrai, à ce qui est important. Puis au final, ben, tu sais, on côtoie la mort tous les jours. Je me réveille, moi, et je vois des pierres tombales. Puis finalement, ça fait partie de mon quotidien. Oui. Mais la mort fait partie du quotidien de tout le monde, en fait. Oui. Oui, puis vraiment, là, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, en fait, de saisir une plante qui meurt, un poisson rouge qui meurt, un animal de compagnie qui meurt, nos cheveux. Tu sais, nommer aussi des petites affaires. Les enfants adorent ça quand je leur parle de choses comme ça, tu sais, de dire... que nos doigts, en fait, quand on était dans le ventre de notre maman, ils étaient collés, puis que c'est parce qu'il y a des cellules qui sont mortes entre les doigts que là, on a des doigts. Fait que des fois, ça donne quelque chose de vraiment intéressant. Tu sais, ça transforme le vivant. Puis ça, ils sont super passionnés par ces sujets-là. Fait qu'ils sont pas réfractaires à ça. C'est vrai. Ils sont pas... mais c'est sûr que quand ça arrive d'un coup sec, là, c'est très, très choquant. Là. Tu sais, eux vont vivre principalement... Là, plus d'anxiété là, que la moyenne des ours. Là. Parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'ils sont fragiles, parce que si leurs parents ne sont pas là, qui va être là pour eux? Parce que c'est une trop grosse bouchée. Là. Ça fait que c'est certain qu'on va les accompagner avec plus de soins, vraiment à leur rythme à eux. Puis en même temps, les aider à faire le petit pas d'après tout le temps. En les réconfortant, puis en disant, c'est la petite théorie du 5 secondes, là, va voir 5 secondes de plus. T'sais. Oui. Vas-y. Mais oui, moi, je pense que juste c'est ça, de pas en faire un tabou. Moi, j'aime s'en parler. J'ai des amis, ça donne comme ça, qui aiment s'en parler. Fait que, tu sais, souvent, chez moi, là, si t'aimes pas ça entendre parler de la mort, ben si je suis au téléphone avec une de mes amies, ça se pourrait qu'on soit en train de parler de ça. Fait qu'elle va te cacher quelque part, mais c'est dans des petits détours comme ça. Puis moi, je le sais que juste ça, là, tu sais, ces conversations-là qu'on a, mes amis, par gentillesse, ils vont m'écouter. Ils sont mal pris. Ils vont en entendre parler, puis les autres vont en parler à d'autres, puis ça se fait tranquillement, mais je pense que de donner une place, déjà, pour en parler, puis d'en parler de façon assez neutre aussi, comme un fait, quelque chose qui arrive dans la vie, qui n'est pas nécessairement... C'est ça, en fait. C'est que je pense que c'est défaire l'idée que c'est la fin de tout. C'est la fin du corps vivant de la personne. Ça, c'est indéniable. Après, la relation que tu as avec la personne va se transformer. La personne continue d'exister pour toi. Moi, je sais bien là, que maman est décédée. Là. Je sais très bien, mais premièrement, j'y ressemble tellement que plus je vieillis, plus je me dis, mon Dieu. Puis deuxièmement, il y a toute l'idée de... Il y a des fois où je vais faire juste ce qu'on est en train de faire là, des choses comme ça, je me dis, mon Dieu, elle se dirait, qu'est-ce que c'est ça, ma fille qui parle à mort à tout le monde de même, puis elle serait... Comment dire? C'est pas quelque chose qu'elle a ferait, tu sais. Fait que ça me la rappelle tout le temps. Ouais. Tu sais. Mais chaleureusement. Vraiment.
Est-ce qu'on finit un jour par retrouver la joie quand on est en deuil? Oui, la plupart des gens, oui. Mm-hmm. La majorité des gens. Je pense que c'est ça. Hein? Après, il y a une proportion de gens qui va être... L'autre chose aussi, c'est que ça dépend... tu sais, il y a des gens qui ont des moments dans leur vie où tout arrive en même temps, là. Oui. Puis que ça peut être plus difficile. Je pense qu'il y a des gens... Il y en aura des gens qui ne se remettent pas totalement, mais il ne faut pas perdre espoir. Parce que moi, j'ai des gens qui sont venus me consulter des fois 30-40 ans après un deuil. Mm-hmm. Puis qui ont réussi à faire une certaine paix avec ça. Puis je pense que des fois, de se dire, ça se peut que j'aie toujours de la peine ou que je sois toujours un peu fru de ce qui est arrivé, c'est correct. Tu sais, de juste de se dire, c'est ça en fait, c'est que je pense que c'est se donner la permission de le vivre comme nous, on le vit. Mm-hmm. Puis s'il reste un peu de colère, s'il reste un peu de tristesse, s'il reste un peu de peine, s'il reste... de se dire, ben moi, c'est ça. Mais ça va déjà être moins lourd que de toujours avoir l'impression qu'on n'a pas fait la bonne affaire puis qu'on n'a pas réussi à faire notre deuil comme il faut puis comme dans le livre. Mm-hmm. On fait notre deuil à notre image à nous. Fait que ça peut être... ça peut délivrer, je pense, certaines personnes d'une pression. Puis... Mais oui, la plupart des gens reprennent une vie fonctionnelle, normale. Il y a une cliente qui me disait... elle me disait qu'elle, c'est vraiment comme une couleur qui s'est ajoutée qu'elle ne connaissait pas avant. Mm. Une sorte d'une couleur particulière Oui. qui fait partie d'elle maintenant. Un regard sur la vie, une façon d'exister. Oui, absolument. Puis c'est est venu se mélanger aux autres couleurs. Mais est-ce que c'est possible de retomber en amour après avoir perdu un conjoint ou de revoir des enfants après avoir eu un enfant qui est décédé? Oui. Généralement, par exemple, après, je sais pas si c'est un biais de sélection, parce que c'est sûr que les gens qui se posent pas ces questions-là, je les aurai pas dans mon bureau. Fait que... Mm-hmm. Mais moi, ce que je vois dans mon bureau, c'est, oui, des gens qui vont se dire, est-ce que j'ai le droit? Oui. Fait que c'est toute la question de la permission. Est-ce que ça veut dire que je l'aime pas, que je l'aime plus? C'est pas comme si on s'était séparés puis qu'on s'était dit « je t'aime plus ». C'est la vie qui nous a séparés. Qu'est-ce que mes enfants vont penser? Fait encore une fois, c'est sûr que d'en parler, d'avoir des conversations autour de ça, puis de se permettre de se dire ce qu'on a à se dire par rapport à ça en famille. Quand je reçois des familles, mon Dieu, on n'a pas parlé de ça, mais c'est important. C'est difficile de vivre un deuil en famille parce que chacun a sa réaction par rapport au deuil. On n'est pas tous au même rythme. C'est une relation différente. C'est une relation différente. La personne qui est décédée. Exactement. Là. Puis on n'a pas tout le monde la même compréhension. Tu sais, une conjointe qui perd un mari qui a été malade pendant 5, 6, 7 ans, elle est rendue ailleurs dans son deuil. Tu sais, elle savait que ça s'en venait. Un enfant va toujours être surpris. Oui. Comme il le sait, mais il le sait pas. Oui, surtout qu'il a connu son papa en étant malade, fait que c'était son papa. T'sais. Exactement. Fait qu'il le sait, puis il le sait pas. Fait que, tu sais, c'est pas la même affaire. Fait que ça se peut que maman, quand papa décède, puis que ça faisait 3-4 ans qu'il n'y avait plus de vie sexuelle parce qu'il était malade, il y a peut-être un soulagement, puis il y a peut-être un détachement qui est très, très avancé par rapport à l'enfant. Tu sais, fait que c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble, puis essayer de trouver un équilibre, puis un respect là-dedans. Le respect. Je trouve que c'est comme, depuis tantôt, ce que je me dis, c'est qu'il y a une opportunité d'apprentissage, d'amour de soi, puis d'amour des autres. Tu sais, quand tu dis, est-ce que je m'autorise à vivre ma vie d'une certaine façon, respecter les autres personnes qui sont en deuil également autour de soi. Il y a beaucoup d'amour dans ce discours-là. Puis d'amour de la vie. De l'amour de la vie comme elle est, c'est-à-dire mortelle. Oui. Il n'y a rien qui est éternel. Oui, quand on donne la vie, on donne la mort. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis il y a... Après, moi, je trouve que ce que les gens ont beaucoup, c'est le déclic entre, pour certaines personnes, puis pas d'autres, mais vraiment comment je veux la remplir, ma vie. Qu'est-ce que je veux mettre dedans? Qu'est-ce qui est important? C'est quelque chose qui revient souvent, c'est à quel point les conversations sont futiles. Eux autres sont en deuil, là, puis ils voudraient parler d'affaires existentielles, puis là, tout le monde parle de... Oui, du coup de l'épicerie. Puis des... Oui, qui est déjà moins futile que de parler de, je sais pas, la dernière affaire d'Occupation Double, mettons. Là, puis tout le monde est au bout des nerfs parce que moi, là, vous autres, vous parlez de petits couples ordinaires qui vont à télé puis qui essayent d'être connus. Tu sais, j'entends des affaires, des fois, les gens sont révoltés de ça, alors qu'ils voudraient vraiment, eux, parler tout le temps de la personne qu'ils aimaient, puis de... Ah, une chose, tantôt, quand tu m'as posé la question, en général, les gens
aiment ça, entendre parler de la personne qui est décédée. Oui, c'est ça. Moi aussi, ça m'a flashé. Là. On peut en parler. Oui, là. mais après, on peut demander à la personne, es-tu à l'aise? Oui. Tu sais, est-ce que tu le souhaites? Comme avant, les périodes plus crunchy où les gens vont se recroiser, tu sais, mettons, avant les fêtes, avant Noël. Moi, je suggère souvent aux gens d'écrire une lettre ou avant qu'ils retournent au travail, d'écrire une lettre à leurs proches ou aux gens qui vont côtoyer pour dire « Voici ce qui s'est passé pendant que j'étais partie » ou « Voici ce qui m'est arrivé. Voici, si vous voulez m'accompagner là-dedans. » Puis pas avoir l'impression de faire des faux pas. Mettons, là, c'est Noël, puis j'ai besoin de prendre une pause, fait que vous n'êtes pas obligé de m'en parler. Ouais. Puis ça va être correct, puis j'aurai pas l'impression que vous vous préoccupez pas de moi. Ou au contraire, n'hésitez jamais à me raconter des souvenirs. Racontez-moi comment vous l'aimiez, comment il vous manque. Dites-le moi, ça va me faire du bien, je vais me sentir moins seule. Ouais. Fait que déjà, d'être au courant pour soi-même de ce dont on a besoin, pour être capable d'accompagner les autres, mais les gens vont le faire. Puis on peut vraiment, même avec les ressources humaines, quand on retourne au travail, dire, voici, est-ce que je peux transmettre une lettre à mes collègues? Est-ce qu'on pourrait y aller par étapes? Est-ce que je peux d'abord voir telle personne, puis pas telle autre? Puis, tu sais, parce que toute l'idée aussi du moment où on a appris que la personne était décédée, fait que des fois, il y a beaucoup de monde qui était au travail ou à l'école quand ils ont appris que la personne était décédée. Fait que c'est retourner sur les lieux de la mauvaise nouvelle qui a impacté notre vie gravement, là, tu sais. Fait que comment on le fait, puis avec qui on le fait. Fait que si on est capable de le nommer, c'est aidant. Puis même affaire pour les enfants qui retournent à l'école après un décès, les pauvres profs qui sont pas équipés, hein, ils n'ont pas vraiment de soutien. L'enfant va revenir, ils ont une classe à gérer qui est au courant qu'il est arrivé un drame dans la vie d'un ami. Oui. Mais qu'est-ce qu'on dit aux enfants de la classe? Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Comment on le réintègre? Ben, ça se prépare. Ouais. Tu sais, fait qu'en fait, l'idée de se donner le temps, de préparer les choses, de s'assurer, d'essayer de notre mieux, il y a de l'essai-erreur là-dedans aussi. On ne pensera pas à tout. Fait qu'on va se donner le droit de s'ajuster au fur et à mesure. Puis de se reprendre si on s'est trompé. Oui. J'ai une dernière question pour toi. Comment est-ce que tu différencies qui tu es de ce que tu fais? Misère. Tu parles de mon travail? Ben, par un code de déontologie. Je dirais ça, parce que je suis pas très... Je suis qui je suis. Tu sais, je suis pas... mais il y a des affaires que mon code dit ça, c'est non. Puis je fais OK, je vais respecter ça, puis c'est bien correct, puis je comprends... les règles du jeu. Oui, puis les raisons cliniques à travers ça aussi, bien évidemment. Il y a une grande logique par rapport à ça, mais je veux dire, je reste quelqu'un de chaleureux, je reste quelqu'un qui a de l'humour, je reste quelqu'un... L'empathie. Tu sais, Puis je dirais même que dans ma vie privée, des fois, j'ai besoin de prendre des pauses, justement parce que c'est beaucoup de temps d'empathie par jour. Puis des fois, le soir, j'ai juste besoin de rentrer puis de pas me préoccuper de personne. Fait que des fois, même à la limite, là, si tu me croises dans cette heure-là, ça se peut que je me sente un petit peu à off d'empathie puis que, tu sais, il y a une possibilité de fatigue de compassion, là, on le sait. Fait que oui, ça, ces moments-là, j'ai des moments de pause, mais je ne sais pas vraiment, en fait, si je peux faire une distinction très claire entre... Tu sais, puis je suis travailleuse sociale, puis une travailleuse sociale, ça s'indigne, c'est pas d'accord avec plein d'affaires. Ça parle pour les gens qui n'ont pas de voix. Fait que dans ma vraie vie, en dehors de mon bureau, je pogne même encore plus les nerfs sur certaines situations, tu sais. Fait que je dirais que c'est le volume, mettons. On va appeler ça comme ça. Ouais. Mais c'est une très bonne question. Mon Dieu, je vais réfléchir à ça. Caroline, où est-ce qu'on peut retrouver tous tes projets en cours? Je sais que de temps en temps, tu fais des retraites également. On peut te consulter aussi. Tu prends des nouveaux clients ou en tout cas, des fois, il y a des listes d'attente. Tu as un site Internet? Oui. C'est carolinebolduc.com, simple de même. Sinon, je travaille à la clinique de Fil en famille, dans le quartier Villeray. Il y a 2 cliniques. Il y en a une dans Rosemont, une dans Villeray. Moi, je suis dans Villeray. Je participe aux chroniques à la clinique famille, à l'émission de Pénélope à Radio-Canada. Ouais.
Puis pour le moment, probablement plus en septembre, là, je vais recommencer à faire des ateliers. Il y a un atelier que j'ai fait avec une amie qui s'appelle Ancrage. Fait que c'est vraiment une manière d'aller dans la tempête, se redéposer. Fait que comment on va explorer ensemble les moments où, quand ça devient trop, là, on va aller se redéposer, se solidifier pour être capable de réaffronter après le deuil, les pertes ou les transitions de vie. Puis il y a d'autres affaires, mais c'est pas assez avancé là, pour que On reste à l'affût. Exactement. Mais ça va être écrit sur ma page web. Parfait. Puis j'ai mon infolette. Ça, j'ai du fun à faire ça. On peut s'inscrire sur ton infolette avec ton site web. Oui, j'ai mes réseaux sociaux aussi que j'anime de façon très aléatoire, mais bon, avec le temps qui reste puis l'inspiration du moment. Fait que dans le fond, c'est Caroline Bolduc là, un peu partout, mais sur ma page web, en fait, il y a tous les liens là, pour aller me fouiller. Puis, mais je pense que là où j'ai le plus de fun, c'est mon infolette. Ça, j'ai du fun à préparer ça. Super. Merci beaucoup pour ta présence. Merci d'avoir donné un moment de ta vie pour parler de la fin de la vie, en fait. Exact. C'est vraiment très chouette. C'est une belle initiative. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce moment pour vous dans cet épisode de Créer, Grandir, Soigner. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou votre plateforme préférée. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis ou un commentaire. C'est toujours apprécié et ça nous aide énormément dans notre mission à faire rayonner la santé mentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à une personne qui vous est chère. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Pour aller plus loin dans votre bien-être et votre épanouissement, nos cliniques vous accueillent avec une équipe dédiée à la santé mentale et au mieux-être. Découvrez tous nos services, ateliers et retraites sur centrethérapeutiqueboréal.com. Quelques petits mots importants. Ce podcast est proposé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé mentale ou physique, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié. À très bientôt!